Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de ma série qui traite de l'inflammation et de l'anxiété. Et aujourd'hui, on va faire le lien scientifique et le lien biologique de justement l'impact de l'inflammation sur l'anxiété. On va voir en quoi inflammation et anxiété sont intimement liés. Je suis ravie vraiment de te retrouver pour cet épisode parce que là encore, on va aller décortiquer des études scientifiques, on va aller faire du lien et je sais à quel point l'information et la connaissance, ça participe aussi au processus justement de prendre soin de soi et de pouvoir réajuster son quotidien parce que tu vas savoir pourquoi tu fais ces choses-là et en quoi elles ont un impact sur ton corps. Mais avant de plonger un peu plus dans le contenu et dans toute cette richesse de l'épisode, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu te sens souvent épuisé sans savoir pourquoi? Est-ce que aussi tu te sens épuisé même après une bonne nuit de sommeil? Est-ce que tu as un sommeil qui est plutôt perturbé, qui est plutôt en dents de scie? Est-ce que tu vis des montagnes russes au niveau émotionnel? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui a du mal à apprivoiser et à appréhender la vague émotionnelle? Est-ce que tu as l'impression d'être trop? Alors là, on va dire trop réactive, trop fatiguée, trop angoissée, d'avoir des réactions qui sont disproportionnées et tu as l'impression d'être une personne qui vit tout en trop. C'est tout déborde. Peut-être aussi que tu t'es déjà dit c'est sûrement dans ma tête, je somatise, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai une santé qui se décline de plus en plus, les maux s'installent petit à petit et puis une douleur en pousse une autre, un mot en pousse un autre. Peut-être que tu es dans ce cas-là et auquel cas, cet épisode va vraiment te servir et va vraiment te permettre de comprendre plein de choses. Donc je suis ravie vraiment que tu puisses l'écouter parce qu'il va certainement t'éclairer. Parce que ce que tu ressens, c'est pas seulement psychologique, c'est aussi biologique et on va comprendre justement ce qui se passe dans le corps et en quoi ça majore ce qui se passe aussi dans ta tête et dans tes émotions. Tu vas voir que l'inflammation, elle impacte ton cerveau, elle impacte ton système nerveux et elle impacte ton organisme de manière générale. Et donc, elle impacte aussi tes émotions. Sans plus tarder, on va commencer cet épisode en parlant du cerveau, de l'inflammation, du stress et des neurotransmetteurs. Peut-être que tu remarques que quand ton corps est tendu et douloureux, ton mental va plus rapidement s'emballer. Peut-être aussi que tu as remarqué qu'en période de syndrome prémenstruel, en période de petits virus, de petites bactéries qui se baladent surtout par exemple l'hiver, dans des périodes aussi de fatigue, peut-être que tu te sens plus irritable, plus angoissée, plus anxieuse aussi. Et peut-être aussi que tu sens que moralement, il y a des up and down. Donc vraiment, je vais bien et puis en fait, je vais pas bien. Peut-être que tu vois que dans ces périodes voilà, où il y a des choses qui se jouent sur ton terrain, donc les syndromes prémenstruels, les repas lourds, la fatigue, les rhumes, etc., peut-être que tu peux sentir que ça majore ton état émotionnel et ton état mental. C'est pas une coïncidence et aujourd'hui la science elle est très claire là-dessus et la science fait vraiment des liens entre l'inflammation chronique et l'anxiété. Et aujourd'hui les scientifiques s'accordent pour nous dire que l'inflammation chronique augmente l'anxiété, voire même elle est à la racine de l'anxiété. Donc c'est intéressant de comprendre ça parce que à l'heure actuelle on a quand même de plus en plus de personnes qui souffrent d'anxiété. J'en ai fait partie et j'en fais encore partie par moment, mais j'ai appris à apprivoiser cette anxiété et surtout depuis que je fais attention à mon niveau inflammatoire, depuis que j'ai un mode de vie plutôt anti-inflammatoire, j'ai vu beaucoup de mes symptômes réduire, notamment les syndromes prémenstruels, les règles douloureuses, la fatigue chronique et l'anxiété. Donc ça, c'est toujours intéressant de faire ce lien-là. Et là, notamment, il y a une étude scientifique assez récente qui montre que quand on injecte à des volontaires des substances pro-inflammatoires, leur niveau d'anxiété et de dépression augmente en quelques heures, sans qu'il y ait d'antécédents de ces troubles-là. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que dès qu'on injecte, et ces substances pro-inflammatoires, elles sont utilisées aussi dans des traitements pour des thérapies comme l'oncologie, etc. Quand on injecte ces produits-là pour des études scientifiques sur des personnes et justement pour voir le lien entre l'anxiété et l'inflammation, ils se sont vraiment rendus compte que le niveau
d'anxiété et de dépression augmentait quelques heures après l'injection de ce produit pro-inflammatoire. Donc là, on peut vraiment comprendre que l'inflammation qui est dans le corps va tranquillement remonter jusqu'au cerveau. Et ça, on va en reparler dans le processus neurobiologique, c'est hyper intéressant. Il y a une autre recherche récente qui a été faite en 2024. Donc là, c'est une méta-analyse qui a été faite en 2024 qui confirme que de nombreux patients avec des troubles dépressifs majeurs présentent des niveaux élevés de multiples cytokines inflammatoires, notamment l'interleukine, etc. Je ne vais pas trop détailler sur la biochimie en tant que telle, mais dans l'épisode 5, on a parlé des cytokines inflammatoires. Et là, ils se sont rendus compte que dans cette étude-là, ils se sont rendus compte que les personnes qui présentaient des troubles dépressifs avaient un niveau de cytokines inflammatoires plus élevé que la moyenne. C'est là qu'on comprend que finalement, la dépression à la base, c'est peut-être pas psychologique, bien que évidemment la dépression peut venir d'un traumatisme et donc il y a un événement émotionnel qui va impacter l'organisme, qui va déréguler le système nerveux et qui donc va favoriser l'arrivée d'un terrain dépressif. Mais ce terrain dépressif, il sera beaucoup plus fertile si à la base, il y a de l'inflammation dans le corps. Et on le sait aussi, les traumatismes majorent le niveau inflammatoire dans le corps. Donc tout est vraiment lié. Et ça, c'est passionnant parce que quand on recroise les études scientifiques sur l'inflammation, sur le traumatisme, sur toutes les études qui ont été faites aussi du passé émotionnel d'une personne, on peut rapidement faire le lien entre ce qu'elle vit dans son corps, ce qu'elle vit dans sa tête et dans sa santé mentale, et puis ce qui se passe aussi dans sa vie en termes d'expérience et d'émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe quand justement le corps il est en alerte, quand le corps il est en état de stress, il va sécréter des cytokines inflammatoires. Ces cytokines, elles traversent la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, il faut vraiment le voir comme un bouclier, une barrière qui vient protéger ton cerveau. Et là, ces cytokines viennent finalement modifier le fonctionnement de certaines zones du cerveau, notamment la zone de l'amygdale, qui est le centre de la peur et de la détection du danger. Ça va aussi venir perturber le cortex préfrontal qui là régule nos prises de décision et nos prises de recul. Donc ça c'est intéressant aussi parce que finalement quand il y a de l'inflammation dans le corps, on peut se dire que la personne peut avoir du mal à prendre du recul, peut avoir du mal à prendre de la hauteur sur une situation. Et si tu souffres d'anxiété, j'imagine que tu ressens aussi cette difficulté à prendre du recul et à prendre de la hauteur sur les situations. Finalement, tout devient trop parce que là aussi, il y a ce manque de prise de recul, cette difficulté à lâcher prise. Et ça, c'est intimement lié avec justement ces variations des différentes zones du cerveau qui sont altérées à cause d'une inflammation. Et enfin, il y a aussi l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui va gérer la mémoire et l'orientation dans le temps. Donc l'amygdale, le cortex préfrontal et l'hippocampe vont toutes ces trois zones du cerveau être perturbées quand il y a un niveau inflammatoire qui est plus élevé. Résultat, le cerveau il devient hyper vigilant. Ça veut dire qu'il y a un terrain d'hypervigilance qui s'installe. Il va être tout le temps en train de détecter les dangers qu'il y a autour de toi. Le monde, il peut être perçu comme plus menaçant. Donc là, tu vas basculer dans ce qu'on appelle un état de vagal dorsal. En tout cas, tu peux basculer dans cet état-là. Si tu veux comprendre ces notions de vagal dorsal, je te renvoie vers l'épisode 4 de mon podcast. J'en parle en long, en large, en travers. On revoit en fait les différentes notions de la théorie polyvagale. Et notamment, là, on comprend quand le niveau inflammatoire dans le corps augmente que le monde dans lequel on vit est considéré comme plus menaçant et donc tu bascules dans un état de ce qu'on appelle le vagal dorsal. Et enfin, tu peux avoir plus de mal à relativiser, à te poser, à prendre de la hauteur, à ralentir. Et tout ça, je sais que c'est des signes d'anxiété aussi, parce que je le vois au quotidien dans mes accompagnements. Les personnes qui souffrent d'anxiété, elles ont du mal à ralentir, elles ont du mal à se poser sans culpabiliser. C'est des personnes qui sont tout le temps dans l'action et qui ont tout le temps besoin de faire, alors qu'en réalité, le corps aurait besoin plutôt de repos et de régénération. Mais finalement, vu qu'il y a un danger qui est perçu, le corps va tout le temps être en action pour justement limiter l'impact du danger et limiter la vague émotionnelle que le danger pourrait potentiellement déclencher. En parallèle, donc, cette inflammation va agir sur nos neurotransmetteurs et en particulier la sérotonine. La sérotonine, c'est la fameuse hormone du bonheur que tu sécrètes plutôt sur la fin d'après-midi, dans les alentours de 16-17 heures. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est précurseur d'un autre neurotransmetteur qu'on appelle la mélatonine. Donc, tu as
la sérotonine que tu vas sécréter aux alentours de 16h, 17h. Et ensuite, si tu as assez de sérotonine, tu vas pouvoir sécréter de la mélatonine. C'est cette hormone qui te permet d'aller dormir, qui te permet de favoriser un bon sommeil et un endormissement plus rapide. Là encore, petit aparté pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, peut-être qu'il y a un déficit en mélatonine, mais ce déficit en mélatonine, il est peut-être justement dû à un déficit en sérotonine. Et on va voir du coup le lien entre la sérotonine, l'inflammation et ce qui se passe aussi quand ton cerveau finalement est inflammé. Tu as peut-être remarqué que certains jours, tu avais moins de patience, tu avais moins l'élan de faire les choses, tu avais plus de mal à voir ton quotidien positivement, donc tu avais plus tendance à brouiller du noir, à être un peu plus négative, ce qui peut se passer aussi sur des périodes de syndrome prémenstruel. Et parfois, tu n'arrives même pas à identifier ce qui cloche, tu te sens juste à côté de toi, à côté de tes pompes, parce qu'en réalité, tout va bien dans ta vie. Hier, c'était une très bonne journée, et puis aujourd'hui, tu te lèves et en fait, tu te sens complètement à côté de tes pompes, tu es un peu d'humeur bougon, tu es négative, tu as moins de patience, tu vas être beaucoup plus irritable, tu as moins de motivation. Tous ces petits signes-là, moi, m'interpellent et me disent que la sérotonine est peut-être pas forcément à ses niveaux optimum. Quand l'intestin est déséquilibré ou quand le cerveau est inflammé, que ce soit par le stress, par une mauvaise alimentation ou par du manque de repos, ça va perturber le métabolisme du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel pour la production de ta sérotonine. Donc, le tryptophane, c'est ce qui va te permettre finalement de créer la sérotonine, qui, elle, va te permettre de créer la mélatonine. Et donc, finalement, quand on a moins de sérotonine, il y a aussi moins de résilience, le cerveau est moins souple, les neurones ils peuvent être surstimulés et donc ils vont avoir tendance aussi à s'abîmer. Et tout ça, ça va vraiment contribuer à une augmentation de l'anxiété, à une augmentation de la fatigue mentale, à des dépressions ou à des troubles de l'attention. Donc c'est intéressant de comprendre aussi que l'intestin, le cerveau et les émotions sont intimement liés. Parce que finalement, en prenant soin de son microbiote, en apaisant l'inflammation via une alimentation adaptée, via une respiration qui permette aussi au corps de baisser le niveau inflammatoire, via aussi le soutien des huiles essentielles, et ça on en reparlera parce que ce sont des outils précieux pour soutenir le corps, via aussi une bonne gestion de stress, tu vas naturellement aider ton corps à restaurer son équilibre chimique et donc à diminuer l'anxiété et à diminuer cette inflammation qu'il y a dans ton corps. En parallèle de ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton intestin, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans ton système hormonal et dans ton système immunitaire. Là aussi, peut-être que tu as beau faire de ton mieux, la détente te semble vraiment inaccessible. T'aimerais bien pouvoir te détendre, mais tu n'y arrives pas. T'aimerais bien prendre du temps pour toi, pouvoir lâcher prise et profiter de l'instant présent, mais réellement, c'est compliqué pour toi. Et avec tous les... et malgré tous les efforts du monde, tu sens que vraiment, tu n'arrives pas à accéder au lâcher prise, à l'instant présent et à cette détente. Peut-être que tu essaies de te reposer, mais que ton corps, lui, reste en mode alerte, que tu as un cerveau qui tourne en boucle même quand tu es posé. Peut-être aussi que tu peux avoir de l'impatience dans les jambes. Peut-être que tu peux avoir des réveils nocturnes. Finalement, tu sens que même si là, tu es complètement fatigué, crevé au bout du rouleau, ton corps, lui, il n'arrive pas vraiment à venir se reposer et se régénérer. Peut-être que tu ressens aussi une pression constante de il faut, il faut, il faut, je dois faire ci, je dois faire ça, une to-do list longue comme le bras, des choses tout le temps à faire au quotidien et que tu n'arrives pas finalement à avoir des journées plus vides, plus calmes, où tu aurais le droit de ralentir, de relâcher et de te poser. Là encore, si tu te reconnais dans ces différents schémas, ça va être intéressant de comprendre ce qui se passe chez toi et ce qui se passe notamment au niveau hormonal. Et là, sur cette partie, on va beaucoup parler de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc ça, c'est un axe c'est un axe qui relie donc ton hypothalamus, qui est une partie de ton cerveau, à ta glande pituitaire, ou ce qu'on appelle aussi l'hypophyse, et à tes surrénales, qui sont deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, les surrénales qui fabriquent donc ton cortisol, l'hormone du stress. Et cet axe-là, en fait, il gère la réponse au stress en libérant du cortisol, une hormone indispensable pour faire face aux défis de la vie, mais qui en excès peut devenir pro-inflammatoire et donc délétère pour ta santé. Parce que à des niveaux normaux, le cortisol est plutôt anti-inflammatoire. C'est lui
qui va te permettre de pallier quand il y a une inflammation dans ton corps, quand il y a par exemple une fracture osseuse, etc. Il y a une libération de cortisol qui a finalement cet effet un petit peu d'antidouleur. Mais quand tu es stressé, tu produis beaucoup de cortisol. Ton corps, il produit tout le temps du cortisol. Et donc ça, à terme, ça devient pro-inflammatoire parce que les niveaux de cortisol sont anormaux et donc ça augmente l'inflammation dans ton corps. Là, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qu'on voit beaucoup, notamment chez des personnes qui ont fait des burn-out, parce que l'épuisement surrénalien, donc cette production de cortisol, va venir épuiser tes glandes surrénales. Et donc, quand la personne tombe en burn-out, c'est le moment où les surrénales se mettent en pause. Elles disent non mais là, stop, en fait, ça fait des mois qu'on travaille et qu'on turbine à fond, le fameux burn-in. Là, on n'en peut plus. Donc, elles arrêtent leur activité et là, c'est le burn-out. Et c'est intéressant parce que le burn-out, finalement, on se rend compte que c'est à la fois un dérèglement majeur au niveau hormonal, un dérèglement aussi du système nerveux, qui va engendrer aussi un dérèglement du système immunitaire, puisque si l'inflammation augmente dans le corps, les cellules immunitaires vont être suractivées pour calmer cette inflammation, mais au bout d'un moment, elles aussi, elles s'épuisent. Donc on peut avoir un terrain immunitaire affaibli, tomber plus facilement malade, attraper un rhume, une grippe, etc. Et là, du coup, si on revient sur des terrains de burn-out, je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi en quoi la prise en charge micronutritionnelle est essentielle. Parce que si, quand il y a un terrain de burn-out avéré, c'est qu'il y a eu un effondrement surrénalien, se faire accompagner d'un point de vue psychologique pour pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, pour pouvoir aussi aller libérer les émotions et pour pouvoir travailler sur la culpabilité et toutes ces émotions qui vont avec le fait d'être en arrêt de travail, c'est important d'être soutenu de manière psychologique, mais il faut aussi aller se soutenir de manière micronutritionnelle. Je le vois aussi dans les accompagnements des personnes que je reçois en séance, des personnes qui ont déjà fait des burn-out parfois il y a 5, 6, 7, 8 ans et qui aujourd'hui viennent me voir. On fait des analyses fonctionnelles parce qu'il y a des terrains, il y a un terrain d'anxiété, un terrain inflammatoire qui est là et moi j'ai besoin de comprendre d'où ça prend racine. Et quand je reçois les résultats, je me rends compte que l'effondrement surrénalien, il est toujours là. Et quand je demande comment elles ont été prises en charge au moment du burn-out, bien souvent, il y a eu un accompagnement psycho-émotionnel, un accompagnement aussi médicamenteux avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, etc. Et ce qui est très bien, parce que la personne en a besoin à cet instant-là, la personne a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être, entre guillemets, stabilisée pour éviter qu'il y ait un terrain psychologique qui s'installe trop profondément. Mais par contre, il n'y a pas eu de prise en charge micronutritionnelle. Et il n'y a pas eu de prise en charge au niveau alimentaire aussi. Et donc, si on sait que burn-out et inflammation sont connectés, on sait qu'il va falloir aller retravailler l'alimentation pour baisser le niveau inflammatoire et qu'il va falloir aussi aller recharger en termes de micronutriments pour justement refaire la santé de mes glandes surrénales. Là, je pense notamment à la vitamine C, aux vitamines du groupe B, au potassium, qui sont des micronutriments essentiels pour venir soutenir les glandes surrénales et finalement leur redonner une seconde santé. Donc là, si on regarde de manière un peu plus spécifique le lien entre les cytokines et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, on peut se rendre compte que c'est très intimement lié là aussi. Parce que quand les cytokines pro-inflammatoires sont élevées, ça va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien pour pousser le corps à réagir. Parce que là, quand il y a trop de cytokines pro-inflammatoires, c'est comme s'il y avait un danger. Donc là, cette activation, elle va faire quoi? Elle va demander un déclenchement de production de cortisol. Mais si l'activation dure trop longtemps, et donc si le niveau inflammatoire dans le corps perdure dans le temps, le cortisol va devenir inefficace parce que le corps, lui, va rentrer dans une forme de résistance au cortisol. On va pouvoir faire le lien maintenant entre les cytokines et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Parce que là, tu vas te rendre compte que ces deux-là, ils sont très en lien. Quand les cytokines pro-inflammatoires, donc quand le niveau inflammatoire dans le corps est trop élevé, ça va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et donc ça va pousser le corps à réagir. Parce que quand cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est activé, il y a une libération de cortisol. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol et l'insuline, qui sont deux hormones bien distinctes, l'insuline, c'est l'hormone qui va te permettre de gérer ta glycémie et le cortisol, c'est l'hormone qui va te permettre de gérer ton stress. Quand il y a une libération de cortisol, il y a une augmentation de la glycémie. Le problème, c'est que le corps, il n'aime pas quand il y a trop de glucides, trop de glycémie dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et donc, pour pallier à cette hyperglycémie, l'insuline va se déclencher, le pancréas va produire de l'insuline
qui va, elle, tenter d'abaisser le niveau de glycémie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, quand il y a justement une activation trop longue, donc cette activation a ce terrain inflammatoire qui perdure dans le temps, le cortisol, lui, continue d'être produit, mais il va devenir inefficace parce que le corps va rentrer en résistance contre le cortisol et l'insuline, elle, enfin le pancréas, lui, se fatigue à produire de l'insuline parce qu'il y a tellement de cortisol au quotidien que lui, il est tout le temps en train de créer de l'insuline. Et c'est ce qu'on peut voir notamment sur des terrains de diabète de type 2. C'est-à-dire qu'il y a eu un niveau de cortisol qui était trop important pendant trop longtemps. L'insuline a essayé de pallier, mais au bout d'un moment, le corps s'est fatigué. Et donc, on rentre dans une forme de résistance où l'insuline, elle, ne fonctionne plus correctement. Résultat, les inflammations ne sont plus freinées. Le cortisol, lui, devient instable et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'épuise. Donc il y a un effondrement de tes surrénales, de ton hypophyse et de ton hypothalamus. Donc à la fois, il y a un effondrement de ce qui se passe dans ta tête et un effondrement de ce qui se passe dans ton corps, notamment avec tes surrénales. Une personne qui vit ça, c'est ce qu'on appelle une fatigue chronique, une fatigue généralisée. C'est quand le corps a tenu trop longtemps en alerte et maintenant il n'arrive plus à redescendre. Il est arrivé dans cette espèce de cul-de-sac, dans cette espèce d'impasse où il a été dans le trou, mais c'est impossible pour lui de revenir dans le juste équilibre. C'est là qu'on a besoin d'être soutenu. Et quand cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien il est épuisé, c'est le corps tout entier qui va en subir les conséquences. Fatigue chronique, anxiété flottante, saut d'humeur, irritabilité, troubles du sommeil, déséquilibre hormonal. Je pense notamment à des personnes qui ont des troubles type SOPK, règles irrégulières, règles douloureuses, des problèmes aussi de thyroïde. Tout ça, c'est des dérèglements et des déséquilibres hormonaux. Tout ce qui va être aussi hypersensibilité émotionnelle, ça fait partie des conséquences d'un corps qui est arrivé à bout, en fait, qui est à bout de souffle et qui n'arrive plus à retrouver le chemin de la régénération et du repos. Il y a une étude récente qui date de 2024 qui confirme que les médicaments anti-inflammatoires peuvent améliorer les symptômes dépressifs en réduisant les niveaux de cytokines inflammatoires, soulignant davantage finalement le lien fort entre la dépression et l'inflammation chronique. Parce que quand on administre des anti-inflammatoires et qu'on voit que le niveau de dépression s'améliore, c'est bien que le niveau inflammatoire augmente et majore la dépression de la personne. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et c'est intéressant de comprendre et surtout de retenir, parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, tu as compris en quoi l'inflammation chronique était très liée à l'anxiété. Mais c'est important que vraiment ça, tu te l'imprègnes en toi. L'inflammation chronique crée un terrain cérébral favorable à l'anxiété, la dépression, les burn-out, etc., etc. L'inflammation chronique crée un terrain cérébral propice et favorable aux troubles de la santé mentale. Là, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que l'inflammation stimule le système de stress. Le système de stress entretient l'inflammation. Et c'est le cercle vicieux qui peut se traduire autant dans le corps que dans la tête. Donc finalement, l'anxiété, c'est pas vraiment dans la tête. C'est dans ton système nerveux, c'est dans ton immunité, c'est dans tes hormones. Et tout ce que tu ressens, ça a une base biologique avant d'être une base psychologique. Et ça change toute la manière de se regarder parce que là, on parle plus de volonté. C'est pas que tu manques de volonté pour t'en sortir. C'est parce que réellement, dans ton corps, il n'y a pas un terrain biologique qui est favorable justement à un bon rétablissement et à une diminution de ton anxiété, de ta dépression, etc. Maintenant qu'on a parlé du cerveau, des neurotransmetteurs et de l'équilibre hormonal, il y a un des piliers qu'on n'a pas parlé et qui me semble fondamental, c'est le microbiote, notamment le microbiote intestinal. Tu as peut-être déjà entendu que les intestins, c'était notre deuxième cerveau. C'est pas une expression à la volée, c'est pas une expression anodine. C'est vraiment une réalité biologique qui est fascinante parce que dans ton corps, il y a environ 100 000 milliards de micro-organismes qui habitent ton corps et notamment tes intestins. Dans ces micro-organismes, on va parler de bactéries, de levures, de virus, de champignons. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est un écosystème qui est vivant, qui est intime, qui est très personnel parce que mon microbiote ne ressemble pas au tien, le tien ne ressemble pas au mien. Et ce microbiote-là, il joue un rôle central dans ta santé physique, dans ta santé nerveuse et dans ta santé émotionnelle. Peut-être que tu te sens tendu après avoir mangé,
Peut-être que tu as des ballonnements, une digestion qui est lourde juste après les repas. Peut-être aussi que tu te sens plus irritable, plus triste. Peut-être que tu as des alternances de constipation-diarrhée. Peut-être que tu as un terrain de constipation chronique depuis des années. Peut-être aussi que tes selles n'ont pas une couleur normale. Euh, et peut-être que tu as aussi remarqué que certains aliments te laissaient dans un état nerveux étrange sans vraiment comprendre pourquoi. Notamment certains aliments à base, par exemple, de gluten, de lactose, etc. Et donc là, c'est intéressant de comprendre ce dialogue entre l'intestin et le cerveau. L'intestin et le cerveau, ils sont reliés par le nerf vague. C'est un câble bidirectionnel qui permet une communication continue entre ce qui se passe dans ton corps et ce qui se passe dans ton système nerveux central. Et inversement, ce qui se passe dans ton système nerveux central et ce qui se passe dans ton ventre. Ce nerf bidirectionnel, il faut savoir quand même que 80% des informations transitent du corps vers la tête, notamment du ventre vers ta tête, et seulement 20% des informations transitent de ta tête vers ton corps. Donc là, on peut aussi rapidement comprendre l'influence qu'a ton ventre et ton microbiote sur ton cerveau. Cette communication, elle influence ton niveau d'anxiété, elle influence ton état émotionnel, tes réactions face au stress, car le microbiote, il ne se contente pas de digérer certains aliments, il fabrique aussi ce qu'on appelle des neuromédiateurs ou des neurotransmetteurs. On en a parlé tout à l'heure avec la sérotonine. Et justement, cette sérotonine, elle est produite à environ 90% dans l'intestin. C'est énorme. Ça veut dire que l'hormone, le neurotransmetteur du bonheur, est produit à 90% dans ton ventre. Donc si ton ventre est déséquilibré, finalement, la fabrication de la sérotonine, elle est aussi altérée. Il y a un autre neurotransmetteur qui prend racine aussi dans ce ventre, c'est le GABA. Donc là, c'est plutôt un neurotransmetteur qui est plutôt calmant. On a aussi la dopamine qui est motivant, etc. Tous ces neuromédiateurs, ces neurotransmetteurs, ils sont intimement liés avec l'état de ta flore intestinale et donc de ton microbiote intestinal. Parce que quand il y a une dysbiose, donc la dysbiose, c'est un déséquilibre de tout l'écosystème bactérien qui se trouve justement dans tes intestins. Ça veut dire que finalement, il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Quand ton microbiote donc est déséquilibré, quand il y a une inflammation chronique au niveau des intestins, ce qui est le cas quand on a des troubles du transit, notamment la constipation chronique, quand aussi il y a une perméabilité intestinale, qu'on appelle aussi le leaky gut, le message envoyé au cerveau devient complètement brouillé. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si le message il est brouillé, tu peux ressentir une anxiété diffuse, tu peux vivre des crises d'angoisse sans raison apparente, tu peux aussi vivre de l'hypersensibilité, l'impression d'être au bord du craquage, au bord du gouffre, de l'irritabilité. Là, l'erreur, ce serait de croire que c'est ta tête qui va mal. Or, là, c'est le simple reflet d'un microbiote qui est déséquilibré. Encore, les scientifiques se sont amusés quand même à chercher le lien entre intestin et cerveau. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. C'est un sujet qui est très documenté dans les revues scientifiques. Là, j'en ai relaté quelques-unes, notamment une qui me paraissait assez intéressante et qui reflétait bien ce qui se passe dans le corps. Ça, c'est une revue qui a été publiée en 2017 dans le Psychiatry Research qui montre que les déséquilibres du microbiote intestinal sont associés à une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, notamment via l'axe intestin-cerveau. Et il y a une étude clinique qui a été menée par Sudo en 2004 sur les souris qui a montré que les animaux sans microbiote, qu'on appelle axéniques, réagissent de manière exagérée au stress avec des niveaux de cortisol bien plus élevés que les souris qui ont un microbiote. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi parce que en clair, ça veut dire que ton ventre, il est pleinement impliqué dans ton état intérieur et dans ton état émotionnel. Si ton microbiote il est déséquilibré, il peut alors envoyer des signaux qui entretiennent l'état d'alerte dans ton cerveau. C'est aussi pour cette raison que prendre soin de sa tête, c'est aussi et avant tout prendre soin de son ventre. Parce que si ton microbiote est déséquilibré, si ton ventre ne va pas bien, in fine, ta tête n'ira pas bien non plus. C'est aussi pour ça que des personnes qui souffrent de maladies chroniques des intestins ont aussi des signes au niveau de la santé mentale. C'est aussi pour ça que sur des terrains type terrain fibromyalgie, etc., on retrouve beaucoup de personnes qui ont des microbiotes déséquilibrés avec une dysbiose qui est avérée parce qu'il existe aujourd'hui des bilans sanguins très poussés qui permettent d'aller voir le microbiote intestinal. Et aujourd'hui, sur des terrains de fibromyalgie, il y a toujours une dysbiose associée et très régulièrement des troubles de la santé mentale associés, que ce soit anxiété, dépression, etc.
pour différentes raisons. Parce qu'il y a aussi une suractivation du système nerveux autonome, il y a une suractivation du système nerveux central, mais il y a aussi ce déséquilibre du microbiote intestinal. Idem sur le sujet du microbiote, il y a une émission qui est passée sur France 5 il y a quelques mois déjà, et il y a un médecin australien qui parlait des troubles bipolaires. Donc c'est un médecin qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et ce médecin-là parlait de tout ce qui est transplantation fécale. Donc ça, c'est une méthode qui est faite dans les hôpitaux, qui est vraiment médicale, qui est bien encadrée, bien entourée. Et ce médecin-là disait que sur son vivier de patientèle qui souffrait de troubles bipolaires, les personnes qui recevaient une transplantation fécale avaient une amélioration des troubles bipolaires, voire une disparition totale des troubles bipolaires, donc une rémission de ces troubles-là. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une transplantation fécale? Il y a aussi une transplantation du microbiote d'une personne saine. Donc finalement, avoir un microbiote sain, ça permet de balayer beaucoup de troubles de la santé mentale. Maintenant qu'on a fait des liens entre le microbiote, les hormones, les neurotransmetteurs, etc., on va parler du nerf vague. Et notamment, si on parle du nerf vague, on va parler de la théorie polyvagale proposée par Stéphane Porges. Là encore, si tu n'as pas écouté la série précédente sur mon podcast, notamment l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, tu vas pouvoir voir en long, en large, en travers cette théorie polyvagale, et j'en referai un épisode dédié sur le sujet. Mais là, voilà, la théorie polyvagale, elle explique que notre système nerveux ne fonctionne pas seulement en mode repos ou stress, mais possède une grande intelligence adaptative profonde. Quand le corps perçoit de la sécurité, il active la branche ventrale du nerf vague. C'est celle qui permet l'apaisement, la digestion, la tranquillité, la connexion avec le monde, la sociabilité, etc. Mais lorsque le corps détecte un danger, qu'il soit vérifié ou perçu, imaginé, il va basculer en mode survie. Donc là, on va pouvoir avoir des effets de lutte, de fuite, de figement. Et devine quoi? L'inflammation chronique vient brouiller ce système et vient brouiller au niveau de mon nerf vague. Parce que l'inflammation chronique va affaiblir l'activité du nerf vague. Et quand le nerf vague est moins actif, non seulement l'inflammation continue de gagner du terrain, mais en plus, tu perds ta capacité à revenir au calme et à la sécurité intérieure. Parce que quand ton nerf vague est affaibli, il a du mal à retrouver ce qu'on appelle le mode ventral. Il reste bloqué dans un mode sympathique ou dans un mode dorsal, qui est vraiment l'état d'effondrement. C'est le feu rouge, le mode dorsal. Donc en fait, là, on comprend vraiment que ce qu'on appelle finalement l'inflammation et l'inflammation neurogène, c'est que le stress va créer une inflammation. L'inflammation va activer les nerfs, notamment le nerf vague, mais va aussi l'abîmer au fur et à mesure. Et donc ça, c'est un cercle vicieux. C'est pas une spirale imaginaire, hein, c'est vraiment biochimique, c'est mesurable, hein, parce que on peut mesurer l'activité du nerf vague. C'est une activité qui se mesure vraiment avec des outils très spécifiques. Et il y a des études scientifiques qui ont montré aussi que l'activité du nerf vague était amoindrie par rapport à une personne qui avait beaucoup moins d'inflammation dans le corps. Il y a notamment une autre étude scientifique sur le nerf vague et son action anti-inflammatoire. C'est une étude scientifique qui a été faite, enfin une étude fondamentale qui a été faite en 2000, ça date, hein. Et cette recherche, elle est révolutionnaire parce qu'elle montre que si on stimule électriquement le nerf vague chez les rats soumis à une inflammation extrême, ça a permis de réduire la production de cytokines par le foie, de limiter l'inflammation dans le sang et d'éviter l'état de choc potentiellement mortel. Donc là, le nerf vague envoie des signaux finalement vers le bas, donc du cerveau vers le corps, pour calmer l'inflammation de manière directe. Et l'acétylcholine, qui est un messager chimique, un neurotransmetteur qui est principalement logé et qui est le neurotransmetteur principal du nerf vague, bah, cette acétylcholine permet de réduire la production de cytokines inflammatoires. Donc c'est intéressant parce que les cytokines inflammatoires, qui sont donc trop élevées quand il y a un terrain d'inflammation, sont régulées par un neurotransmetteur, donc l'acétylcholine, qui loge principalement et qui est la principale composante de mon nerf vague. Les cytokines inflammatoires peuvent activer les circuits de stress de manière persistante. Le corps a donc une solution naturelle, un réflexe anti-inflammatoire qui est piloté par le nerf vague. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui est régulation du système nerveux et tout ce qui est travail du nerf vague, ça permet aussi sur des terrains de fatigue chronique, sur des terrains de douleur chronique ou d'inflammation chronique,
d'améliorer justement ces terrains-là. Et donc là, pour briser cette boucle de l'inflammation et du déséquilibre ou de la dérégulation du nerf vague, c'est intéressant de remettre du souffle, de remettre de la conscience, de remettre de la présence et de remettre de la régulation dans le système. Parce que le nerf vague, il est au cœur d'un réflexe protecteur naturel contre les inflammations excessives. Pour le soutenir ou pour le stimuler, c'est très simple. Ça passe par le souffle, ça passe par des pratiques corps-esprit, ça passe par des huiles essentielles, ça passe par la réflexologie, ça passe par l'automassage. Et ça permet vraiment d'agir en douceur, mais en profondeur, pour venir rééquilibrer le système nerveux. Je veux aussi parler de somatisation, parce que la somatisation, c'est une réponse biologique. La somatisation, c'est l'expression physique d'un déséquilibre entre ton système nerveux, ton immunité et ton métabolisme. Et là, on peut s'intéresser aux études qui sont menées notamment en neuroimmunologie. Et c'est des études qui ont confirmé que l'inflammation chronique de bas grade affectait la fonction cérébrale, notamment dans les régions liées à l'humeur, à la douleur et à la prise de décision. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Et l'activation prolongée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien entraîne des hypersensibilités sensorielles, émotionnelles et digestives. Ce qui fait que, en d'autres termes, quand ton corps il est en mode alarme depuis longtemps, ton corps va se désensibiliser au calme et devient plutôt hyper réactif à tout, à une remarque, à un bruit, à une odeur, à un aliment, même aussi à tes propres pensées. Et cette hyper réactivité, c'est une stratégie de survie encodée dans tes cellules. Parce que ton cerveau, pour te protéger, va abaisser ton seuil de tolérance au stress, aux stimuli et aux mouvements intérieurs. Et donc ton corps, pour t'alerter, va te parler à travers des symptômes. Donc finalement, des maux de ventre, des douleurs inexpliquées, de la fatigue chronique, des palpitations, des crises d'angoisse, ce ne sont pas juste des choses dans la tête, des choses imaginées, parce que ça on l'entend beaucoup, hein. On m'a dit que c'était dans ma tête. Non, en réalité, c'est une réponse d'un langage physiologique qu'il est temps d'écouter avec compassion et non jugement, parce que là, ton corps, il n'en peut plus. Et la somatisation, elle est très liée avec mon système nerveux, mon inflammation et mon vécu émotionnel, qui peut être aussi un vécu traumatique. Conclusion donc de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de te contrôler davantage, tu as surtout besoin de t'écouter, d'écouter les signaux de ton corps. Tu as besoin d'un soutien biologique, d'un soutien émotionnel. L'idée, c'est pas de te forcer à aller bien, c'est plutôt de retrouver cet équilibre qui passe par l'écoute des signaux, qui passe par le besoin de prendre soin de ton terrain biologique, de ta santé intestinale, notamment de ton microbiote, de ton immunité, de ton système nerveux et de ton système hormonal. Dans le prochain épisode, du coup, je te partagerai des solutions naturelles pour apaiser l'inflammation et soutenir ton système nerveux. Et tu verras, on parlera alimentation, on parlera plantes, on parlera huile essentielle, on parlera technique douce. L'idée, c'est que tu puisses déjà trouver des outils qui sont accessibles pour toi pour commencer ce chemin de régulation, pour limiter cette anxiété, pour abaisser cette inflammation et retrouver ta vitalité et ta joie de vivre. En attendant, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le réécouter et à prendre des notes pour comprendre ce qui se passe dans ton corps. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi à des personnes qui pourraient en avoir besoin, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, des personnes qui souffrent de fatigue chronique ou de troubles de la santé mentale. N'hésite pas à diffuser cet épisode. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi diffuser un savoir et que les gens puissent aussi petit à petit reprendre leur pouvoir sur leur santé comme tu es en train de le faire. Bravo à toi d'avoir été jusqu'au bout de l'épisode. Je te retrouve dans 15 jours pour les solutions naturelles pour abaisser l'inflammation. D'ici là, prends bien soin de toi et reste en présence.